Eh bien, bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Merci d'être venus pour cette session où nous allons vous parler finalement du sujet Passwordless, qui est un train qui est déjà en marche, et on va essayer de vous expliquer à quoi ressemble ce train, quelles sont les bonnes étapes pour monter à bord et les pièges à éviter, et concrétiser tout ça par un exemple de projet anonymisé mais réel qui a pu se dérouler. Pour ma part, je suis David Martina, je suis manager chez Westone depuis 7 ans. Je travaille principalement sur des sujets IAM et ces derniers temps sur des sujets d'authentification moderne et notamment de passwordless. Et je vais laisser Laurent se présenter en 2 mots également. Donc, bonjour à tous, donc Laurent Nezo, moi je travaille en ce moment même chez Ubico depuis 2 ans, donc j'ai le plaisir d'animer l'équipe française et depuis 25, pour pas dire 30 ans, passé dans la cybersécurité dans différentes entreprises multinationales. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui on est là pour vous parler finalement de pourquoi il faut se lancer dans un projet passwordless, même si on essaiera de ne pas y passer trop de temps, puisque normalement, ça fait 15 ans qu'on en parle, on connaît quand même les grands messages. Néanmoins, ça fait du bien de les rappeler et de voir quels sont les enjeux. Et on passera peut-être un peu plus de temps sur comment on aborde un projet passwordless, quels sont les pièges à éviter, et enfin, à quoi ça peut ressembler dans la vraie vie. Et donc, pourquoi faut-il se lancer dans un projet passwordless aujourd'hui? Pour 3 raisons, 3 promesses qui sont assez connues, mais qui fait du bon de rappeler. La première, finalement, c'est une expérience utilisateur améliorée. En effet, se débarrasser du mot de passe, c'est moins d'informations à retenir pour l'utilisateur, c'est des phases d'enregistrement qui sont facilitées. Pour rappel, Forbes en mi-2019 a sorti une étude qui démontrait que un utilisateur sur 5 abandonnait une création de compte au moment de définir son mot de passe. Et cela s'explique par plein de facteurs, et notamment parce que comprendre en tant qu'utilisateur ce qu'on attend de nous sur le mot de passe n'est pas toujours évident. C'était déjà compliqué il y a quelques années quand on avait des règles assez strictes, une majuscule, une minuscule, un caractère parmi 6 ou 7 ou 8, bien que les différences entre les différents services qu'on utilisait rendent cela complexe. Aujourd'hui, où on n'est plus sur la complexité de ce type-là, mais on est plutôt sur du calcul d'entropie, l'utilisateur se retrouve devant une barre qui est rouge, orange, verte, sans aucune information de ce qu'on attend de lui en fait, ce qui peut être très compliqué. De même, derrière le mot de passe, comme il faut le sécuriser, on va avoir du changement régulier, on va avoir des oublis dès qu'on revient de vacances quand on est un employé. Donc il y a beaucoup de points de douleur autour du mot de passe. La deuxième promesse, c'est de renforcer la sécurité. En fait, le principe même sur lequel repose le mot de passe, à savoir un secret partagé entre l'accédant et l'accédé, en fait une surface d'attaque impressionnante. L'accédant peut être sensible au phishing, du spear phishing, donc il peut de lui-même donner son information secrète à un attaquant. Le device avec lequel il accède, donc son smartphone, son PC, peut être compromis par un malware, un keylogger. La chaîne de transport entre son device et le service peut être elle aussi attaquée, man in the middle, ou simplement même un administrateur sans être malveillant, un peu maladroit, qui va mettre en cache des informations qu'il ne devrait pas dans le proxy. Et enfin, même de votre côté accédant, la sécurité de la base de données elle-même contenant les mots de passe est facilement attaquable. Et ça se comprend assez bien. Aujourd'hui, on le sait, les mots de passe doivent être stockés pas en clair avec des protocoles de hash de dernière génération. Néanmoins, on sait bien que c'est pas vrai sur le marché. On trouve encore des mots de passe en clair, on trouve encore des protocoles de hash assez anciens à base de MD5, etc. Et quand bien même l'entreprise se met à jour régulièrement, il est difficile et coûteux de suivre l'évolution de la puissance de calcul qu'on rencontre sur le marché. Il n'y a qu'à voir les dernières performances atteintes par les dernières cartes graphiques d'NVIDIA qui sont sorties au début du mois sur le cassage de hash. En fait, on se dit qu'il serait peut-être temps déjà de remettre à jour les protocoles de hash utilisés dans les bases de données de mots de passe. Et donc, ça a un coût. Le dernier argument et la dernière promesse auquel on ne pense pas forcément, mais qui est aussi importante et qui a son rôle à jouer, c'est la réputation, sous 2 aspects. D'abord,
Aujourd'hui, il y a une vraie course à la digitalisation. Et quand on est une entreprise, et que là, c'est plutôt sur l'aspect, quand on s'adresse à des clients, présenter une interface moderne, des technologies modernes qui facilitent le parcours d'expérience et qui augmentent la sécurité, ça peut être un vrai argument marketing et un vrai différenciateur business. Je crois que vous avez perdu mon écran. Ça peut être un vrai différenciateur business. Et le deuxième impact au niveau de la réputation, c'est justement essayer de limiter l'impact en cas de compromission. Il faut qu'on reste humble. On sait que toutes les entreprises auront un jour affaire à une attaque et que parmi ces attaques, la fuite des mots de passe est fortement possible. Et quand bien même on passe sur du passwordless et FIDO2 qui limite ce type d'attaque et ce type de risque, encore une fois, restons humbles, imaginons que cela puisse arriver. Et l'idée de se débarrasser du mot de passe, finalement, et de se débarrasser de ce mot de passe, de ce secret partagé, c'est de limiter cet impact. Si on prend le cas d'usage, le cas réel qui est arrivé à Marriott il y a quelques années, en plus de la perte d'image suite à l'annonce de sa compromission et au fait qu'il ait fait fuiter les mots de passe de ses utilisateurs, il y a eu une deuxième impact de réputation puisque, comme on le sait, les utilisateurs ont tendance à réutiliser le même mot de passe ou à défaut un dérivé du même mot de passe sur tous ces services. Et donc Marriott, dans son mail d'annonce à ses clients, nous avons fait fuiter votre mot de passe, a également dû dire et expliquer à ses clients qu'en plus de changer leur mot de passe sur le service de Marriott, ils devaient aller changer leur mot de passe sur tous les services qu'ils pouvaient utiliser parce que, comme ils utilisaient seulement le même ou une racine similaire, l'ensemble de leurs services était potentiellement compromise. Donc en termes de réputation, ça a une sorte de double effet qui se coule qu'on peut éviter. Et une fois qu'on a parlé de ces promesses, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, elles sont accessibles. C'est des promesses qui sont devenues réalité par plusieurs aspects. En fait, quand on parle de passwordless, il y a le vrai passwordless qu'on va évoquer, qui va être notre cœur du sujet, mais il y a d'autres éléments qu'on peut mettre en place avant. Le premier, finalement, c'est ce qu'on fait depuis quelques années, c'est de cacher le mot de passe. Et si vous le faites pas encore, il faut vous y mettre. Et en fait, le but, c'est de limiter l'usage et la saisie du mot de passe pour l'utilisateur. Ça a l'avantage de largement améliorer l'expérience utilisateur et sa journée sur vos services. On va parler finalement de fédération avec les social login, mais même en interne avec une règle d'accession interne, de sessions longues, de biométrie locale type Windows Hello ou l'empreinte digitale sur téléphone. Bref, en fait, de tout faire pour que l'utilisateur ne rentre pas son mot de passe. Néanmoins, le mot de passe existe toujours et donc vous avez largement amélioré la user experience, vous avez un peu amélioré la sécurité, mais pas tant que ça. Donc vous avez toujours un problème. La seconde approche, c'est l'extrême inverse, c'est finalement de se concentrer sur la sécurité au détriment de la user experience. Et là, vous avez le second facteur, le fameux MFA, que on voit arriver partout, et là encore, si vous n'en avez pas et que vous avez des services sensibles, il faut vous y mettre. On va parler d'OTP, de push notification, etc. Et ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. L'authentification, le MFA est apparu sur le mot de passe dès que celui-ci a été mis en ligne et dès qu'on a utilisé des services connectés. Néanmoins, on voit que aucune de ces deux solutions n'est parfaite, qu'on penche soit sur la user experience, soit sur la sécurité, et que même en les combinant, finalement, on a un truc qui est un peu bancal parce que l'utilisateur ne bénéficie pas vraiment du niveau de sécurité souhaité et a également toujours des coupures dans l'accès à ses services. Et c'est là que l'Alliance FIDO entre en jeu depuis quelques années. C'est un regroupement de plusieurs grands noms. On va y retrouver Facebook, Microsoft, Samsung, Ubico. Depuis quelques temps, l'année dernière, Apple a rejoint également cette alliance, qui a pour but finalement de faire disparaître le mot de passe pour améliorer à la fois la sécurité et la user experience. Et c'est ça, en fait, notre recommandation aujourd'hui, c'est si vous voulez aller sur du passwordless, oui, il faut avoir déjà caché le mot de passe, il faut avoir enrichi l'authentification pour vos services protégés, mais maintenant, il est temps d'accélérer et de passer à l'adoption du standard FIDO2. Et aujourd'hui, se lancer dans un projet FIDO2, ou en tout cas se lancer dans une réflexion FIDO2, c'est pas être novateur, c'est être à jour. C'est ce que tout le monde est en train de faire, tout le monde est en train d'y réfléchir, donc si vous ne le faites pas encore, plongez-vous dedans. Ça ne veut pas dire de le déployer, mais au moins d'y réfléchir, de commencer à aborder le sujet. Je vais quand même rappeler les bases de FIDO2 et des deux grands principes qu'il y a derrière. FIDO2, finalement, c'est une phase d'enregistrement et une phase d'authentification. Sur la phase d'enregistrement, d'un point de vue utilisateur, ce qu'il va avoir, c'est
une page de registration où il va rentrer ces informations. On va lui demander d'enregistrer son device, donc sa clé FIDO2, qui peut être une clé physique, son téléphone directement ou son poste de PC Windows, et il va le connecter. En back-end, comment ça fonctionne? Concrètement, l'utilisateur va arriver sur son service, le service va le rediriger vers un serveur d'autorisation qui va envoyer un user ID qu'il aura généré et un challenge au navigateur web. Le navigateur web va descendre cette information auprès du système d'authentification local, donc soit la clé, soit le device, votre smartphone Android ou Apple, qui va finalement générer une biclé, avec éventuellement en option une phase d'authentification, stocker sa clé privée avec un nom de domaine, envoyer, signer le challenge et renvoyer le challenge signé plus sa clé publique auprès du serveur d'autorisation, qui va lui les stocker pour avoir votre utilisateur. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est deux choses. D'ailleurs, FIDO2, quand on parle de FIDO2, on parle de deux protocoles en réalité. Un protocole qui est WebAuthent, qui est celui que vous vendent les éditeurs d'IAM, qui se passe entre le serveur d'autorisation et le navigateur web. Et un protocole qui s'appelle CCTAP que vous ne verrez pas ou que vous n'avez pas besoin de connaître et de maîtriser, puisqu'il concerne finalement les navigateurs web, donc les développeurs de navigateurs web, et les devices d'authentification. Voilà pour la phase d'enrôlement. Comment se passe une phase d'authentification? Et bien finalement, pour l'utilisateur, c'est exactement pareil. J'arrive, je rentre mon login, je m'authentifie avec ma clé, avec mon empreinte digitale, ou même simplement en prouvant que je suis là. Je n'ai pas besoin d'une authentification locale, c'est optionnel, et je suis connecté. Et en coulisses, il se passe la même chose finalement. La seule différence, c'est que la public clé est déjà du côté du serveur d'autorisation, et la private clé est déjà du côté du coffre-fort des clés. Donc le serveur d'autorisation envoie un challenge via le navigateur au système de coffre-fort, qui va signer ce challenge, le renvoyer, et le serveur d'autorisation va pouvoir le vérifier avec la clé publique. Et c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi finalement on est mieux que le mot de passe. Parce que là où le mot de passe, on se base sur un secret partagé entre le serveur d'autorisation et le coffre-fort, en l'occurrence l'utilisateur. Ici, l'utilisateur ne possède pas de secret, c'est le coffre-fort, donc c'est un élément technique qui a le secret, et ce secret n'est pas partagé. Ce qui est partagé avec le serveur d'autorisation, est-ce que le serveur d'autorisation a, c'est une clé publique, une information qui est publique, et donc si elle fuite, ce n'est pas grave, votre attaquant ne pourra théoriquement rien en faire. Et encore une fois, soyons humbles, imaginons que l'attaquant arrive à partir de cette clé publique à retrouver la clé privée et donc à falsifier l'authentification. Comme je le disais, on a quand même une protection en termes de réputation, puisque, comme vous pouvez le voir, les biclés sont associés à un domaine, donc à un service, et sont différentes entre les différents services. Donc, combien même cette clé privée est compromise pour un service, vous ne compromettez qu'un seul service, et pas l'ensemble des services que l'utilisateur peut utiliser. Enfin, dernier gros ajout du FIDO2, c'est qu'il est par définition anti-phishing, dans le sens où comme l'utilisateur n'a pas d'informations, il ne peut pas les transmettre, et n'a pas l'information de la clé privée, il ne peut pas les transmettre directement, et comme elle ne transite pas, elle ne peut pas être interceptée. Voilà pour les bases de FIDO2, et voilà finalement pourquoi on recommande de partir sur ce standard. Maintenant qu'on a ce standard, comment je fais pour le déployer dans mon entreprise, que ce soit pour du B2C ou pour des employés. Et pour ça, la première étape n'est pas de choisir finalement, comme on pourrait le penser, un facteur d'authentification, une clé, un device, c'est d'identifier ces populations. Et en fait, vos populations vont être découpées en deux grandes parties, les employés et les clients. Je mets les partenaires plutôt du côté employé. Et il va falloir découper ces populations en fonction de leurs besoins. L'école bleue, l'école blanc, les personnes IT, les administrateurs. Et ça, c'est important parce que derrière, vous allez vous poser pour chacune de ces populations différentes questions qui vont vous aider à définir votre projet. D'abord, vous allez vous assurer du besoin de ces populations. Est-ce qu'il y a un vrai besoin de faire du passwordless? On peut se poser différents types de questions. Une qui revient assez souvent, finalement, c'est le nombre de password reset quand l'utilisateur veut accéder à un service. C'est assez marquant. J'ai le souvenir d'une entreprise, d'une banque canadienne qui me disait mon service en ligne, 9 fois sur 10, quand l'utilisateur y va, il passe par une phase de password reset. Donc concrètement, le mot de passe qui est là n'est juste qu'un frein, ce n'est plus le facteur d'authentification. Le facteur d'authentification, c'est le mail. Et donc, il faut vraiment changer quelque chose.
De même, on va certainement vous demander d'avoir un retour sur investissement, en tout cas de justifier un coût, le coût que ça va avoir ce projet. Et là, vous avez plusieurs moyens de le faire. Microsoft propose un calcul sur base de coûts de ticket de support. Vous pouvez aussi également faire l'exercice de calculer le temps passé par vos utilisateurs sur les interfaces de changement de mot de passe. Et vous verrez que vous avez une perte de productivité qui n'est pas anodine. Je travaille actuellement pour un grand compte avec plusieurs centaines de milliers d'employés qui doivent changer leur mot de passe 2 fois par an, à base de 5-10 minutes de changement de mot de passe 2 fois par an. Au vu de leur taux horaire, on arrive à un coût de perte de productivité de près de 2 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Et enfin, dernière question au niveau du besoin, c'est s'assurer finalement du niveau de sécurité qui est attendu. Mettre du FIDO2 pour que la personne puisse accéder à sa newsletter, ça n'a pas vraiment de sens. On parle vraiment de sécuriser des services standards ou critiques. C'est la première chose à faire. Après, vous allez vous poser d'autres questions qui sont plutôt d'ordre technique. Finalement, comment cette population accède à ces services? Est-ce que c'est par workstation? Est-ce que c'est par leur smartphone? Est-ce qu'elle passe par des portails web, des applications, des clients lourds? Et ont-elles des facteurs d'authentification déjà en place? Des smart cards, des SMS OTP, etc. Ce qui va vous aider à définir votre roadmap. Votre roadmap de déploiement. De même, vous avez certainement des accélérateurs ou des adhérences possibles dans votre SI que vous allez devoir regarder. Quand je parle d'accélérateur, finalement, ça peut être des accélérateurs de type technique. Est-ce que vos utilisateurs sont déjà équipés? Est-ce que vous avez une flotte mobile de smartphones? En sachant qu'aujourd'hui, les smartphones Android et iPhone de dernière génération et d'avant-dernière génération sont tous des clés FIDO2. Est-ce que votre population est plutôt mature d'un point de vue technologique? Est-ce que c'est une population qui est plutôt résistante au changement, ce qui va vous aider à définir également votre accompagnement? Et ça peut être des accélérateurs aussi business. Comme je l'ai dit, souvent il faut quand même justifier ces projets-là auprès du management et l'investissement que vous allez faire. Et peut-être que rentrer dans le monde du passwordless pour vos... et donc là on est plutôt pour la partie B2C, pour vos clients, et peut être un vrai différenciateur business. Ça vous met en position d'entreprise technologique leader, moderne, qui fait attention à la sécurité de ses clients. Et vous avez ensuite voilà, des adhérences fortes auxquelles il faut penser. Vos clés vont devoir être connectées à vos workstations à un moment ou à un autre. Est-ce que vous bénéficiez d'un lecteur NFC? Est-ce que vous avez des ports USB ou des ports USB-C? Et peut-être même que vous avez des programmes type badge d'accès physique à mes locaux qui peut être intéressant de regarder pour voir s'il y a une fusion ou pas possible derrière. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le faire. C'est pas forcément une bonne idée, ça dépend de votre contexte. Néanmoins, l'idée derrière ce fait de regarder les possibilités d'homogénéisation, c'est que dans 2 ans, quand vous avez un top management qui vient vous voir en vous disant « je ne comprends pas, on a déployé des clés FIDO2 si vous partez sur cet axe-là, plus des badges pour entrer dans mon service, ça m'a coûté cher des 2 côtés. Pourquoi on n'a pas unifié ces 2 services ?» Et comme ça, vous avez la réponse et vous n'êtes pas obligé de la construire 2 ans après. Une fois que vous avez ces phases et que vous avez initié votre phase de réflexion, vous allez pouvoir mettre les bons rouages en place pour déployer votre projet et pour cadrer votre programme. La première chose à faire, c'est de prioriser vos déploiements. L'approche Big Bang peut être envisagée, mais elle est quand même complexe et elle est réservée dans les cas d'urgence parce que vous avez une faille de sécurité, parce que vous devez réellement compenser rapidement un problème de sécurité. Notre recommandation, elle est plutôt finalement d'identifier une population MVP sur laquelle vous allez tester le déploiement, tester l'adoption, avant de passer à la mass-réalisation. Cette population, ça peut être une population plutôt IT, une population d'accès à privilèges pour vos administrateurs, ou même une population de VIP, des personnes sensibles, qui seront toujours contentes d'avoir un nouvel outil sympa et de se débarrasser de leur mot de passe pour se connecter. Une fois que vous avez la population que vous voulez déployer et que vous connaissez vos populations, vous allez devoir choisir le bon authentificateur FIDO2. Il n'y a pas une seule bonne réponse. La bonne réponse, c'est pas forcément les clés, c'est pas forcément le smartphone. Ça va dépendre finalement de comment l'utilisateur accède à son service, du niveau de sécurité attendu, et également de son équipement qu'il possède déjà. Comme j'ai dit, si tous les utilisateurs ont des smartphones, ça peut avoir un bénéfice financier d'utiliser celui-là plutôt que de déployer des clés. Après, il faut voir le niveau de sécurité, encore une fois, attendu. Et derrière ce bon facteur à choisir, il faut aussi se poser la question de l'achat ou de la location, puisqu'aujourd'hui, les fabricants de clés, notamment Ubico, proposent les 2 options, ce qui peut être intéressant. On a beaucoup parlé de l'aspect, j'ai beaucoup parlé finalement de l'aspect vision utilisateur. Néanmoins, déployer un projet passwordless, c'est pas juste mettre une clé ou un facteur d'authentification dans les mains d'un utilisateur, c'est également revoir sa chaîne de bout en bout. Et ça veut dire que vous devez avoir les bons éléments techniques présents dans votre environnement.
On ne voit plus mon écran, je crois. Je vais repartager. C'est avoir les bons éléments tout au long de sa chaîne. Notamment, le premier élément que vous allez devoir regarder, c'est votre brique d'IAM pour savoir si elle est, oui ou non, apte à répondre à vos besoins. Comme je l'ai dit, les éditeurs IAM, ce qu'ils vendent aujourd'hui, c'est une compatibilité avec le standard WebAuthent. En fait, le standard WebAuthent, il y a une base commune, une base assez simple commune, qui effectivement est aujourd'hui implémentée par la majorité des acteurs IAM, et ceux qui ne l'ont pas encore sont en train d'y aller, donc ça sera implémenté demain par tout le monde. Néanmoins, FIDO2, ce n'est pas que ça. Et il y a aussi des options très intéressantes et des options avancées très intéressantes et qui ne sont pas implémentées par tout le monde et qu'il faut vous regarder en fonction de votre contexte. Derrière ça, je parle par exemple de la possibilité de limiter l'utilisation des clés d'un seul fabricant. Si vous partez sur des clés Ubico dans votre environnement, parce que Ubico est le partenaire aujourd'hui, vous avez peut-être envie, si c'est des employés, que vos employés ne puissent enregistrer que des clés de Ubico dans votre entreprise. De même, je parlais du niveau d'authentification, il faut bien voir que FIDO2 par défaut propose une authentification un seul facteur, la clé ou le device que vous possédez, et que le second facteur qui va être le code PIN, l'authentification biométrique, est optionnel. Il faut que vous puissiez la forcer si vous en avez envie, si vous en avez besoin, pour assurer votre niveau de sécurité. Un seul facteur. Si vous remplacez le mot de passe plus un SMS OTP, qui certes est faillible, par un seul facteur qui est un facteur de possession, vous n'augmentez pas votre niveau de sécurité, voire vous le diminuez. Vous avez besoin d'un second facteur qui est intégré, qui est prévu dans la spécification de FIDO2, mais qui n'est pas implémenté aujourd'hui par tous les acteurs IAM. Une fois que vous avez choisi votre brique technique, comme tout projet IT, et vous commencez à voir où je veux en venir d'ailleurs, il faut préparer le parcours utilisateur. Que ça soit au processus de gestion des facteurs, il va falloir leur donner ces facteurs, gérer la restitution, gérer aussi les services de fallback s'ils les perdent ou les oublient, et également revoir leur user experience. Il faut modifier les parcours d'enregistrement, modifier les parcours de réinitialisation, revoir les self-services et former le helpdesk, tout ça. Et en fait, vous vous rendez compte que finalement, un projet FIDO2 et passwordless, c'est un projet IT. Et donc, vous allez avoir effectivement des spécificités FIDO2, mais également des pièges qui sont spécifiques et moins spécifiques de ce projet. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Oui, on le voit. Merci. Et pour moi aujourd'hui, enfin pour nous aujourd'hui, il y a 4 grands pièges, ce ne sont pas les seuls, mais il y en a 4 grands qu'il faut surtout, dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Le premier, c'est de ne pas adapter le facteur aux besoins à la population. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai déjà parlé, mais ça vous évitera d'avoir du rejet et surtout de ne pas arriver au niveau de sécurité souhaité. Il ne faut pas oublier de revoir l'ensemble des processus, en particulier le fallback, parce que si vous oubliez ces processus, vous risquez de bloquer vos utilisateurs et de rompre la continuité de service. Typiquement, un utilisateur qui oublie sa clé chez lui quand il arrive dans l'entreprise, certes aujourd'hui on est tous en télétravail, en tout cas pour 99% d'entre nous, néanmoins demain il retournera sur site, il faut qu'il puisse travailler s'il a oublié sa clé chez lui, sans avoir à faire un aller-retour. En 3, il ne faut pas oublier la conduite du changement, bien évidemment. On est en train de changer un fondamental, un pilier de l'IT qui date des années 60. Pour les plus jeunes d'entre nous, l'un des premiers gestes qu'on a fait sur Internet, c'est de créer un compte. Pour ma part, le premier truc que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, c'est de me créer un compte MSN et non de définir un mot de passe. Il va falloir accompagner ce changement et ce changement de paradigme dans la tête de l'utilisateur. Et enfin, et là c'est très spécifique à ce projet passwordless, il ne faut surtout pas confondre passwordless et SSO. Ce sont deux sujets différents, certes qui adressent l'Access Management, mais qui n'ont rien à voir. Et le risque en confondant ces deux sujets, c'est de complexifier le parcours utilisateur et de créer des vraies failles de sécurité. Complexifier le parcours utilisateur parce que si vous confondez les deux et que vous déployez votre passwordless application par application, votre utilisateur devra s'enregistrer sa clé à chaque application, ce qui peut être extrêmement lourd, surtout s'il la perd, il devra penser à le enregistrer à chaque fois. Et surtout, en cas de perte de sa clé, ou si c'est un employé, si l'employé quitte votre entreprise, vous allez devoir passer application par application pour bloquer son compte ou désactiver son compte. Et donc, vous ne traitez pas un autre sujet qui est la gestion des accès avec ça. Donc, il ne faut surtout pas confondre passwordless et SSO, ce sont bien deux sujets différents. Bien que les deux, au final, améliorent la vie de l'utilisateur et augmentent la sécurité. En conclusion sur la partie, un projet passwordless, c'est un véritable projet de refonte du SI qu'il faut traiter comme tel, avec les mêmes problématiques fonctionnelles,
définir ce dont ces populations ont besoin, culturel, accompagner le changement, et technique, choisir les bonnes technologies tout au long de la chaîne. Et ça, on va vous l'illustrer tout de suite avec un cas d'usage concret d'une entreprise anonymisée. Merci David. Donc sans plus attendre, effectivement, on va redécliner l'ensemble de ces principes qui sont très très importants à avoir en tête lorsqu'on démarre un projet passwordless. Dans le cas d'une entreprise anonymisée, on va l'appeler Acme, pour faire simple. Juste quelques mots sur la slide suivante sur le positionnement de Yubico, sur le métier de l'authentification. De manière très très simple, l'authentification forte est le seul métier de Yubico. Donc on a une position effectivement plus que légitime dans la mesure où on est à l'initiative finalement, puisque cofondateur de l'Alliance FIDO dont on parlait tout à l'heure, donc en 2013, et on est surtout co-auteur des deux derniers protocoles dont on a déjà parlé, donc FIDO U2F et FIDO 2, qui sont aujourd'hui les protocoles non pas uniques sur le marché, mais les plus prometteurs dans cette recherche du ratio niveau de sécurité, expérience utilisateur. Donc sur la slide suivante, on va voir effectivement le cas concret de cette entreprise. Donc une société multinationale dans le secteur industriel, beaucoup de croissance externe, donc une certaine habitude à, de manière assez régulière, voire assez fréquente, à devoir intégrer des environnements à la fois culturels, technologiques différents. Une vingtaine de sites principaux, 60 magasins, donc une vente en partie en magasin, et puis 5000 utilisateurs. Le projet est né tout simplement parce que cette entreprise a vu son principal concurrent être fortement impacté par une attaque. Et cet impact, bien évidemment, a joué sur le business, sur la réputation de l'entreprise, mais aussi et surtout sur le cours de l'action en bourse. De mémoire, c'était de l'ordre de 20%, donc sur la capitalisation boursière, ce qui forcément est ne serait-ce que ce point-là permet à un moment donné d'accélérer aussi ce type de projet-là. Donc la décision a été prise au niveau du COMEX avec une forte volonté dans la mesure où ils se sont sentis quelque part les prochains potentiels sur la liste de moderniser la sécurité des accès. Les résultats attendus, bien évidemment, le blocage du phishing. Comme l'a dit David aujourd'hui, ce type de protocole-là permet, sans promettre du 100%, parce que ce serait aller à l'encontre de l'humilité, mais on peut constater, en tout cas dans les entreprises qui ont déjà déployé du FIDO 2, que ce protocole-là, bien évidemment, n'est pas hermétique au phishing, donc on peut réduire à zéro, et on peut constater une réduction à zéro de ce type d'attaque. Une solution unique pour tous les use cases, en tout cas pour une majorité de use cases, le but étant de simplifier l'expérience utilisateur, et le passwordless à lui seul, bien évidemment, est un point clé pour décharger l'utilisateur de la gestion des mots de passe. Rationalisation des budgets, on a les moyens aujourd'hui d'optimiser les coûts à différents niveaux dans l'entreprise en suivant ce type et en réalisant ce type de projet. Et puis un œil toujours vers la conformité, donc dans le cas présent c'était les RGPD, mais bien évidemment ça peut être toute autre régulation, toute autre conformité due au métier ou due à la géographie. Critères de choix, bien évidemment le rapport risque-prix, à chaque entreprise de mettre le curseur où il semble bon en fonction de son appréciation de son exposition et des risques encourus. L'adhésion des utilisateurs avec une vraie volonté pour cette entreprise d'avoir un deal en quelque sorte win-win, de sorte que la sécurité profite à l'entreprise, bien évidemment, pour assurer ne serait-ce que sa pérennité, mais aussi l'adhésion des utilisateurs pour faire en sorte que ce projet puisse être vécu comme aussi quelque part pouvant aller au-delà du périmètre uniquement professionnel. Universalité de la solution technique pour être capable d'adresser aussi bien l'existant, le passé, un environnement legacy par exemple, mais aussi bien évidemment les évolutions à venir. La robustesse de par un environnement industriel, mais pas que. Les salariés employés de bureau peuvent être aussi, dans certains cas, des utilisateurs assez qui vont soumettre les outils de manière assez forte. Et puis, bien évidemment, l'accompagnement sur le projet et la nécessité de se faire accompagner par un partenaire intégrateur qui apportera sa valeur en termes de conseil, tant en amont du projet qu'en aval, mais surtout en amont dans la définition, l'accompagnement sur les processus, sur tous les points qu'on a pu voir précédemment avec David. Et donc Wavestone est forcément une bonne valeur sur cette mission-là.
Flexibilité de l'offre financière, on en a parlé, capacité d'envisager différents scénarios en CAPEX ou en OPEX, et puis bien évidemment, en tant que faire se peut, d'avoir un acteur à minima européen, voire local. Donc la situation de l'entreprise Acme à T0, la voici. Donc on voit bien la définition qui a été faite au niveau des différentes populations. Des use cases qui sont différents selon les populations. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais ce sont des use cases principaux. Des méthodes d'authentification au départ du projet qui sont différentes et qui ont été empilées, on va dire, dans le temps en fonction de l'arrivée et de l'exploitation de différents applicatifs, on-prem, dans le cloud, etc. Différents postes, différents devices, avec certains postes qui sont des postes partagés, donc plusieurs utilisateurs sur un seul et même poste, ce qui pose forcément une certaine complexité qu'il faut résoudre à ce niveau-là. Et puis 40% des utilisateurs, notamment dans les cols blancs, ont des mobiles, donc pas la totalité de la population. Donc là aussi, comment rendre les choses à la fois simples, homogènes et en même temps pouvoir adresser l'ensemble des utilisateurs. Une notion de télétravail forcément accélérée en cette période de crise sanitaire. Le télétravail existait déjà pour cette entreprise avant la crise, mais a été fortement accéléré depuis. Ce qui est intéressant, comme l'a dit David, c'est que les sujets étant connexes, mais totalement indépendants, l'idée pour cette entreprise, c'était de commencer sur un volet purement sécurité, donc l'authentification, et bien évidemment en parallèle, pas forcément de manière totalement synchrone, mais dans la foulée, de pouvoir suivre un projet IAM pour y apporter notamment des fonctionnalités supplémentaires, ne serait-ce qu'au niveau du SSO. Donc, pour répondre de manière la plus positive à ce cahier des charges, à cet existant et à cette volonté finalement de durcir la sécurité tout en préservant l'expérience utilisateur, l'étude a été menée sur différentes solutions, mais forcément entre autres sur la clé de sécurité YubiKey, qui présente cette capacité d'être une clé quelque part d'authentification multi-XXX, dans le sens où elle est multi-OS, donc on voit quelques logos en dessous, multi-navigateur, elle sait travailler avec les principaux navigateurs, et elle est multi-device, puisqu'elle sait à la fois adresser des laptops, des desktops, et également le monde des smartphones. Avec différentes connectiques, donc on voit quelques exemples de clés, donc en USB-C, en USB-A, également le port Lightning pour adresser de manière un peu plus spécifique le monde des iOS, iPhone et iPad, et puis des clés beaucoup plus miniaturisées qui peuvent être également intéressantes dans le cas de use case pour des VIP par exemple, où on souhaiterait par exemple décharger du geste de connecter la clé sur un laptop. Là, dans ce cas-là, la clé est capable de rester à demeure, protégé par un code PIN, comme on l'a vu précédemment, ce qui permet aussi d'aller encore vers une expérience plus simple pour ce type de population. Et puis surtout, cette clé, elle est multi-protocole. On a parlé de FIDO2, on a parlé de FIDO2F. FIDO2 est bien évidemment le protocole le plus intéressant dans ce rapport sécurité, expérience utilisateur, mais la réalité, c'est que cette entreprise Acme a un environnement applicatif assez hétérogène, qui plus est avec une culture de la croissance externe qui fait que l'environnement est par définition complexe, tant dans les OS que dans les différents applicatifs. Donc cette clé, elle a la capacité, c'est un élément important, à la fois de prendre en charge finalement l'authentification dans des univers plutôt legacy, basés avec des applicatifs qui vont permettre une authentification sur la base de protocoles OTP, One Time Password, ou de protocoles Smart Card, carte à puce, qui déjà, même si ça date des années 80, proposait une expérience passwordless. Et puis, surtout, bien évidemment, l'intérêt de cette clé-là, c'est être aussi capable d'embrasser l'avenir, le présent et l'avenir, avec des protocoles beaucoup plus modernes, comme peut l'être FIDO2. Alors, tous les protocoles aujourd'hui ne sont pas nés égaux. On voit dans ce graphe-là, sur deux axes que sont l'expérience utilisateur et le niveau de sécurité, différents outils que vous utilisez, que vous avez utilisés ou vous allez utiliser, tous ne sont pas égaux dans le niveau de sécurité. On voit dans la bande verte supérieure les protocoles qui sont aujourd'hui les plus hermétiques à l'impact d'attaques phishing, notamment SmartCard, mais qui présentent une expérience utilisateur et surtout gestionnaire un peu plus complexe, de par
l'adossement à une PKI, et puis FIDO qui présente je dirais la meilleure expérience, le meilleur ratio sur le niveau de sécurité versus expérience utilisateur, là où tous les autres protocoles qui sont indiqués dans les zones grises pêchent soit par leur limitation dans une expérience beaucoup moins bonne, soit dans le niveau de sécurité parce que le secret va être partagé et donc va être interceptable par un attaquant lambda, y compris à 5000 km de distance. Donc l'idée bien évidemment, lors des différents choix ou de l'étude qui est opérée, c'est d'aller vers un protocole et vers un outil qui va sous-tendre ce protocole-là, qui va être capable d'aller vers ce meilleur rapport sécurité-expérience. Les cas d'usage sur la slide suivante que Acme rencontre et qui finalement sont un peu une constante dans tous les dossiers qu'on est amené à étudier. On en identifie 7 principaux. Ce sont bien évidemment les cas des employés de type situation de bureau, mais aussi les partenaires qui peuvent avoir accès au SI de manière partielle ou totale. Quand je disais employés, c'est bien évidemment avec la brique d'à côté qui nécessite aujourd'hui de favoriser le télétravail. C'est encore plus vrai depuis hier soir. Mais sans parler de la crise, bien évidemment, on a des populations mobiles et c'est le cas pour Acme, notamment au niveau des forces de vente, aussi bien que des forces techniques. Et puis, on peut être dans une logique B2C, donc avec des clients finaux qui peuvent avoir accès pour partie au SI. Et puis, la logique, bien évidemment, adossé à des métiers bien identifiés que peuvent être des postes partagés sur certaines populations, comme des contraintes aussi, qui est que tout le monde ne dispose pas dans l'entreprise d'un mobile corporate, et donc il faut bien penser soit de manière complémentaire, soit de manière unique à d'autres types de supports. Et puis bien évidemment, une population peut-être plus exposée que les autres, ce sont les comptes à privilèges qu'il faut bien évidemment auxquels il faut penser. Une YubiKey aujourd'hui, que ce soit dans l'univers Acme ou dans d'autres univers, elle est bien évidemment compatible avec une liste non exhaustive d'applicatifs, tant au niveau des OS qu'au niveau des solutions d'IAM qui la reconnaissent et qui sont capables d'interagir avec cette clé-là. Bien évidemment avec une pléthore de services online, aussi bien que de solutions d'accès distant et de VPN. L'utilisation sur la slide suivante d'une YubiKey, elle est très très simple. Et encore là, on est dans un usage pas totalement passwordless, mais qui peut l'être. Donc, qui dépend bien évidemment du protocole qui est utilisé. Mais on va dire dans le cas où la YubiKey est utilisée dans un facteur complémentaire, on va taper un password et on va insérer la clé pour finalement générer un échange cryptographique entre une clé publique et une clé privée, et on est authentifié. Dans le cas d'une expérience passwordless permise par FIDO2, on peut avoir que le code PIN à taper. Comme on l'a vu précédemment, le code PIN n'est pas un password, ce n'est pas un secret partagé, il est absolument pas, il ne transite pas par le réseau, il est en local sur la clé, et donc de ce même fait, il n'a pas besoin d'être updaté ou changé tous les 90 jours, par exemple. Et puis, bien évidemment, ce code PIN va trouver une alternative dans la sortie prochaine. Je ne l'ai pas dit sur la slide précédente, mais d'une YubiKey qui va intégrer un capteur biométrique. Et ce capteur biométrique va représenter une alternative au fait de taper un code PIN. Et là aussi, on va, notamment avec cette clé qui sort au premier trimestre 2020, on va aller encore plus loin dans l'expérience utilisateur non seulement en n'ayant plus de password à gérer, mais en déchargeant l'utilisateur d'avoir à se rappeler d'un code PIN. Dans le cas d'un smartphone, l'expérience est tout à fait similaire puisque on va pas connecter la clé, mais on va l'approcher en mode sans contact avec l'antenne NFC qui est intégrée dans la clé YubiKey. On va en mode sans contact, comme un paiement sans contact, approcher la clé du smartphone et procéder à l'authentification. Donc aussi bien en iOS, bien évidemment, qu'en monde Android. Dans les points que cette entreprise Acme n'a pas oublié, et on en a vu toute l'importance précédemment avec David, c'est de penser au management du cycle de vie de la YubiKey et de penser aux différents process. Et il y en a deux principaux, bien évidemment, c'est l'onboarding et l'offboarding, et puis toutes les tâches qui peuvent être
être amené à être géré entre les deux en termes pour ne serait-ce que gérer une perte de clé ou un oubli de clé, par exemple. Donc toutes ces tâches-là doivent être bien évidemment pensées, définies. On voit dans la slide suivante l'importance de créer des profils utilisateurs et en fonction de ces profils-là, bien évidemment, et des tâches que l'on va devoir adresser, on n'aura pas forcément les mêmes éléments de réponse, que ce soit sur l'enrôlement ou que ce soit sur l'offboarding, en fonction du type, du profil d'utilisateur. Ce profil d'utilisateur étant bien évidemment dépendant de son rôle, de sa culture, de son exposition, de son métier, de sa position dans leur chart, etc., etc. Donc, bien évidemment, Acme a pensé à l'ensemble, à définir ces profils-là. Et pour détailler un peu plus on va dire l'un des points qui suscite forcément de nombreuses questions lorsqu'on a géré ce type de projet-là, c'est le cas, par exemple, de la perte de clé. Que fait-on lorsqu'on perd un support, une clé de sécurité FIDO2, lorsqu'on perd une YubiKey? On va avoir, par exemple, deux cas de figure que l'on peut adresser. Le premier qu'on va plutôt recommander, parce il va favoriser l'autonomie de l'utilisateur, donc il sera d'autant plus intéressant pour des populations qui sont nomades ou semi-nomades, ou dont l'interruption de travail peut être problématique je dirais pour le flow de l'entreprise, c'est de doter l'utilisateur d'une deuxième YubiKey, d'une YubiKey de secours, qui peut être en sa possession, qui peut être à la disposition d'une secrétaire, d'une assistante de direction, dans le cas d'un VIP, et qui va permettre d'avoir une interruption quasi inexistante de son travail, puisque s'il oubliait ou s'il perdait la première clé, il pourrait utiliser la seconde de manière très très rapide. Et l'intérêt, bien évidemment, dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a aucun process de recovery nécessaire, et donc l'opportunité de faire baisser de manière drastique l'impact du nombre d'appels au helpdesk. Et c'est un point à la fois en termes de gestion, mais aussi en termes économiques, qui peut à lui seul financer une bonne partie de ce projet-là. Deuxième cas de figure, pour un utilisateur qui serait par exemple sur un site où il y a plusieurs milliers d'utilisateurs, c'est le fait de ne pas forcément avoir de YubiKey de secours, mais de prévoir en tout cas une solution temporaire qui va permettre soit par le biais d'un pit stop informatique, d'adresser à cet utilisateur une YubiKey temporaire le temps d'une journée pour lui permettre bien évidemment de continuer à travailler, cette YubiKey temporaire pouvant devenir même une YubiKey définitive. Bien évidemment, on prendra le soin de révoquer les clés publiques de la clé précédente. Soit on prévoit bien évidemment une méthode d'authentification alternative, peut-être avec un niveau de sécurité moindre, donc il faut en être conscient, il faut en mesurer les risques, une solution MFA, peut-être basée sur un autre protocole, mais qui permettra de manière temporaire de permettre la continuité de travail, et bien évidemment, le point commun étant l'attribution d'une nouvelle YubiKey dans ce cas de figure. Donc là, un peu plus de process de recovery, un peu plus de sollicitation des équipes helpdesk, peut-être un niveau de sécurité moindre, donc tout ça est bien évidemment à qualifier, et d'où l'intérêt de se faire accompagner par nos partenaires intégrateurs. Point également qui peut être intéressant à détailler, c'est le cas de la révocation des YubiKey. Donc lors de l'offboarding, un utilisateur quitte l'entreprise, quid effectivement de ce qui peut se passer en fonction de son profil, risque modéré ou risque élevé. Dans ce cas-là, on n'a pas d'IAM et de solution de SSO encore présente. Donc ça veut dire que dans un risque modéré, on va peut-être laisser la YubiKey à la discrétion de l'utilisateur en quelque sorte en cadeau de départ. Bien évidemment, on va révoquer les clés publiques et on va laisser l'utilisateur continuer à pouvoir utiliser les clés privées dans son usage personnel. Dans le cas d'un risque élevé, et encore une fois, si on n'a pas de SSO encore actif, on peut décider bien évidemment de rapatrier les YubiKey pour privilégier le niveau de sécurité et bien évidemment révoquer les clés publiques de la même manière.
Donc rapidement, puisqu'on arrive à la fin de cette session, les stratégies de déploiement, on en a parlé. On va que trop recommander de passer par une phase pilote qui va permettre de capitaliser sur l'expérience, je dirais, des acquises en fonction des différentes populations et des différents use cases. Même chose sur le reporting, sur la slide suivante, où il est bien évidemment recommandé, voire nécessaire, de définir certaines métriques pour bien évidemment gérer le projet au mieux. Et pour finalement arriver à l'aboutissement, donc après le déploiement, d'avoir homogénéisé les solutions d'authentification qui étaient pour certaines assez anciennes, hétérogènes, qui présentaient un niveau de sécurité en tout cas challengeable, discutable pour nombre d'entre elles, et avec aujourd'hui un niveau de sécurité plus élevé, un coût moindre, puisque beaucoup moins de helpdesk, beaucoup moins de gestion, et avec en parallèle le projet IAM qui va permettre aussi d'aller encore plus loin dans la simplification du parcours utilisateur. Le et après, et puis ce sera l'occasion d'enchaîner de traiter vos questions, c'est de se dire que cette entreprise Acme constate aujourd'hui que depuis qu'elle a déployé les YubiKey, elle n'a pas connu d'usurpation de compte. Elle entrevoit bien évidemment avec l'arrivée du SSO de pouvoir généraliser le passwordless de manière encore plus globale pour l'ensemble des populations et du périmètre. Elle va penser à inclure dans ce projet-là l'authentification des partenaires externes, car on sait que la sécurité, c'est pas uniquement les utilisateurs internes, ça peut passer par un fournisseur. Elle va s'équiper de YubiKey de secours de manière peut-être plus conséquente parce qu'elle a vu que, à la fois de manière sécurité, expérience utilisateur et coût, cette proposition avait une vraie valeur et répond à de nombreux use cases. Et puis, vu que Yubico ne fait pas que des YubiKey, mais fait aussi du HSM, elle va en profiter pour renforcer sa PKI avec le Yubi HSM de Yubico. Voilà, il est temps de prendre quelques questions. Je vois que certains de mes collègues ont pu répondre à certaines d'entre elles. Je ne sais pas si David, pendant que je présentais, tu as pu relever quelques questions qui seraient restées sans réponse. Alors, je la partage pour tout le monde. Quels peuvent être les freins à la mise en place d'un tel projet? Quelle est la maturité du marché intégrateur application sur cette techno? C'était un peu le titre de cette session. Le train est déjà en marche. Donc, bien évidemment, il est des freins, il peut y en avoir. Ça peut être des freins liés au culturel, ça peut être des freins liés à un environnement de réglementation, ça peut être des freins liés à un existant qui est bien évidemment toujours plus compliqué que ce qu'on souhaiterait. Bien évidemment, si on part d'une page blanche, il est plus simple de construire les choses en allant directement vers les bons protocoles, vers les bons outils. Mais aujourd'hui, il est tout à fait possible de déployer, puisque certains de nos clients l'ont fait avec succès, de déployer en ayant cette roadmap, en ayant cette vision à la fois long terme pour aller rechercher cette expérience utilisateur qui soit la plus simple possible, monter autant que faire se peut le niveau de sécurité et en profiter pour rationaliser les coûts. Le train est déjà en marche, donc c'est pas une vision de l'avenir, c'est quelque chose qui est déjà existant et déjà opérationnel. Et je vois que Yannick a répondu à la question de Patrick. Date de prévue pour la clé biométrique, je l'ai indiqué, mais je le rappelle avec plaisir. Donc la YubiKey qu'on appelle bio pour biométrique sortira le premier trimestre 2021. Donc on a déjà non pas quelques prototypes malheureusement à vous faire essayer, mais voilà, toutes les informations internes nous rendent confiance sur sa commercialisation au premier trimestre. Allez, encore une petite minute. Eh ben, merci Olivier, on de revenir vers vous. Et j'utilise cette minute pour remercier l'ensemble des participants, remercier David, qui est peut-être on mute, avec qui on a co-animé cette session, remercier toute l'organisation d'Identity Days. Également, merci. Je crois que c'est bon, j'ai retrouvé ma voix. Voilà. Merci à tous. Merci pour vos questions, très intéressantes. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous en avez d'autres ou si vous voulez qu'on aborde le sujet avec vous directement pour creuser vos besoins.
Oui, et je vois qu'il y a des questions concernant l'enregistrement de la conférence. Donc effectivement, elles ont été enregistrées et vous pourrez après avoir accès sur celles-ci sur le site Identity Days.